En 2020, et pour la troisième fois en moins de 10 ans, le Mexique a monté une splendide exposition qui concerne une des grandes parties de son passé préhispanique, une exposition qui est intitulée « Les Olmecs et les cultures de la côte du Golfe ». Il n'est pas question ici de tenter une visite virtuelle de cette exposition, mais plutôt de chercher à contextualiser une partie des objets que le public peut voir dans cette exposition et les cultures auxquelles elle se rattache. Comme le titre le montre, les Olmecs et les cultures de la côte du Golfe, il est bon de commencer par les Olmecs. Nous parlerons d'abord donc de ceux-ci qui sont extrêmement bien représentés dans cette exposition. On a souvent dit que les Olmecs étaient à l'origine du monde mésoaméricain. La Mésoamérique, c'est un grand espace géographique et culturel qui couvre tout le sud du Mexique actuel et tout l'ouest de l'Amérique centrale sur une surface d'environ 1 million de kilomètres carrés. Dans cette zone du Nouveau Monde, les cultures, pourtant avec des langues extrêmement différentes, ont eu des contacts suffisants pour bâtir une entité culturelle où beaucoup de points communs existent. Et on a souvent dit que les Olmecs étaient justement à l'origine de cette unité culturelle mésoaméricaine. La Mésoamérique est souvent divisée en un certain nombre de secteurs et les Olmecs et la culture Olmec et la culte du Golfe représentent une des 8 ou 10 parties, ça dépend de la façon dont on découpe l'espace, de l'ensemble mésoaméricain. La côte du Golfe s'étend, comme son nom l'indique, le long du golfe du Mexique, c'est-à-dire le long de l'Atlantique, sur une distance qui fait largement 800 km du nord au sud, depuis le rio Sotolamarina au nord, au Tamaulipas actuel, jusqu'au rio Grijalva dans le Tabasco et peu avant de rentrer dans la péninsule du Yucatan. C'est une bande de terre de plaine côtière qui fait de 50 à 100 km de largeur selon les endroits, et c'est donc une très grande zone. Les Olmecs ont traditionnellement, d'après ce que l'on sait aujourd'hui, occupé et se sont développés dans la partie la plus au sud de cette bande côtière, et cette partie la plus au sud fait elle-même à peu près 300 km de long, depuis son extrémité ouest, qui est le rio Papaloapan, jusqu'à son extrémité est, encore une fois, le rio Grijalva, et tout cela sur une largeur d'à peu près 100 km au grand maximum. On est donc dans une zone côtière qui est une zone qui reçoit beaucoup de pluie, qui est extrêmement humide et qui est parcourue de très grands fleuves, de plus petits cours d'eau aussi, et qui est extrêmement humide. En dehors des plaines côtières, il y a dans ce secteur-là un massif montagneux isolé, qui est un massif volcanique, qu'on appelle la Sierra de los Tuxtlas, qui jouxte le bord de mer et qui est une zone extrêmement importante elle aussi. La particularité de ce secteur est qu'il y a énormément d'eau. C'est une zone qui est gorgée d'eau. Il y a des rivières absolument partout, des fleuves surtout, qui se jettent dans l'Atlantique. Et il y a aussi des grandes quantités d'espaces couverts par des lagunes et où l'installation humaine est difficile. On considère que dans la partie qui correspond au Tabasco et au sud-est du Veracruz, donc dans ce qui est la zone nucléaire Olmec elle-même, il y a environ 50 à 60% de l'espace qui est occupé par des zones inondables ou inondées. C'est dire l'importance de l'humidité dans ce secteur. Faisant contraste avec les zones côtières et les zones planes, qui sont donc gorgées d'eau, le massif des Tuxtlas, donc près du bord de la mer, est marqué par, en son centre, un très grand lac, qui est un lac qui a été formé par des coulées volcaniques qui ont barré l'exutoire d'un certain nombre de rivières, le lac de Catemaco. Et ce lac de Catemaco se trouve à peu près à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais tous les sommets qui entourent ce lac et qui constituent le massif lui-même sont des sommets qui tournent autour de 1000 mètres d'altitude avec
des sommets extrêmes, du côté sud en particulier, la Sierra de Santa Marta, qui culmine, elle, à 1700 mètres. Initialement, et en dehors évidemment des zones qui sont totalement inondables ou inondées, tout ce secteur-là devait être recouvert par une très grande forêt tropicale marquée d'une extraordinaire biodiversité, et dans le monde végétal et dans le monde animal à la fois. Dans le monde animal, il est incontestable que l'animal le plus spectaculaire qui existait et qui existe encore en partie dans ce secteur était vraisemblablement, était certainement le jaguar. Et l'on comprend très bien que les Olmecs, on aura l'occasion de le revoir, aient été totalement fascinés par ce grand prédateur, le plus grand prédateur qui existe sur le continent américain. Il faut partir des années 1860 à peu près et de la découverte d'une première sculpture, une tête colossale, on les appelle ainsi aujourd'hui, qui représente donc la tête d'un individu, d'un humain, qui a été trouvée dans une zone qui appartenait à une hacienda, Huayapan, en 1862 exactement, et qui a été le premier objet finalement qui nous est parlé d'un passé précolombien de ce secteur dont nous parlons, du sud de la côte du Golfe. C'est longtemps après que cette tête a été exhumée pour de bon, il faut remonter aux années 1939-1940, au moment où des fouilles ont commencé dans ce secteur. Et en réalité, on s'est rendu compte que cette tête qui était apparemment isolée se trouvait dans un site archéologique important, un site qu'on appelle Tres Zapotes, et aujourd'hui, cette tête de Huayapan de la fin du XIXe siècle est plutôt connue sous le nom de monument A de Tres Zapotes. C'est une tête colossale, elle fait à elle seule 1,47 m de haut et elle pèse plusieurs tonnes évidemment. C'est donc une grande sculpture qui a révélé au monde l'existence d'une culture tout à fait étonnante, tellement étonnante à l'époque que le premier qui l'ait publié et parlait d'une race africaine, ça n'a rien à voir évidemment, mais qui a évidemment marqué le public de l'époque. Il a fallu attendre encore un certain nombre d'années, le début en réalité du XXe siècle, pour que l'on avance dans la connaissance et la compréhension de cette culture qui n'était pas encore conçue comme une culture. Au début du XXe siècle, il y avait connaissance d'un certain nombre d'objets qu'on appelle des haches, à cause de leur forme, et qui étaient souvent rehaussés de sculptures en micro-bas-relief ou gravées, et qui représentaient souvent des personnages. Et dès le début donc, du XXe siècle, un conservateur, Saville, avait attiré l'attention sur l'existence de ces haches décorées dans des pierres semi-précieuses, en particulier dans du jade ou de la serpentine. Et c'est quelque chose qu'il a tout à fait synthétisé dans un article qui date de 1929, dans lequel il s'interroge sur ce que représentent ces haches rituelles qui forment des séries. L'une des plus connues, celle dont il a parlé au début, est la fameuse hache Kunz, qui est effectivement un objet tout à fait remarquable. Et puis, il y a eu très rapidement aussi des expéditions dans la zone qui semblait être proche de là où on avait découvert cette tête colossale. Ces expéditions, il y a eu d'abord celle de Franz Blom et son collègue Oliver Lafarge dans les années 1910, avec une publication en 1926 d'un volume double qui s'appelle Tribes and Temples, où il montre pour la première fois une autre sculpture tout à fait extraordinaire qui avait été découverte dans le secteur de San Martín Pajapan. C'est un personnage assis, penché en avant et qui a des traits mi-humains, mi-animaux et qui est tout à fait une pièce extraordinaire. En réalité, c'est à la fin des années 1930 et dans les années 40 à 50 que les premières fouilles systématiques ont été entreprises dans la région du Mont Olmec. Celles-ci ont eu lieu dans différents sites, à Tres Zapotes, surtout La Venta, et postérieurement dans un site qui est légèrement postérieur à l'épisode Olmec,
mais qui est aussi très important, Cerro de las Mesas. Et ces fouilles ont été montées à l'époque par un chercheur nord-américain, Matthew Sterling, qui était le chef du bureau de l'American Ethnology de la Smithsonian Institution de Washington avec l'appui de National Geographic. Et ces fouilles ont révélé effectivement énormément de données et ont jeté les bases de nos connaissances sur le monde olmèque. À La Venta en particulier, les fouilles ont permis de dégager à nouveau de très importantes sculptures, à nouveau des têtes colossales, mais aussi d'autres réalisations, en particulier certaines sculptures importantes de très grande taille qu'on a appelées des autels et qui pourraient avoir été des trônes. Et puis les mêmes fouilles, qui sont allées aussi en profondeur, ont dégagé toute une série de vestiges extrêmement importants, notamment des offrandes dont on aura l'occasion de redire quelque chose. La dernière étape avant les recherches les plus contemporaines, ce sont des travaux qui ont eu lieu dans les années 1960 et qui ont été publiés en 1980 dans un des très grands sites, et peut-être le plus grand des sites olmèques, qui est San Lorenzo. Elles avaient été réalisées par Michael Coe et Richard Deal. Et à date plus récente, ce sont beaucoup les équipes mexicaines qui ont repris toute cette recherche et qui sont les pionniers, effectivement, de ce qui se fait actuellement en matière de recherche dans le monde olmèque. Si on veut cadrer les choses, on peut dire que le monde olmèque, c'est une aventure qui se déroule entre, en gros, 2000 avant Jésus-Christ et 400 avant Jésus-Christ, et on distingue en général 3 ou 4 périodes. La première, c'est ce qu'on appelle le préclassique initial. Le préclassique initial, il va en gros de 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1250 avant. Ensuite, nous avons un préclassique ancien de 1250 à 900 qui va voir l'apogée d'un premier site, puis de 900 à 400, un deuxième site. Et ensuite, on rentre dans une époque qui est post-olmèque ou péri-olmèque, où l'influence de la culture olmèque va encore se faire sentir, mais de façon assez différente. Il y a eu en fait, dans l'état actuel des connaissances, on peut le dire, 3 capitales successives du monde olmèque. San Lorenzo, La Venta et Tres Zapotes. Il faut commencer par la plus ancienne des 3, San Lorenzo. San Lorenzo se trouve au cœur d'un réseau fluvial et dans des zones extrêmement humides du rio Coatzacoalcos et à quelques dizaines de kilomètres de la mer, malgré tout, à une bonne cinquantaine de kilomètres de la mer. Et c'est au point de départ, entre différents méandres des différents cours d'eau, une éminence naturelle qui a été réaménagée. Cette éminence naturelle a commencé à être peuplée, à être occupée probablement bien avant l'apogée, peut-être même dès les années 1700 avant Jésus-Christ. Mais c'est entre 1250 et 900 que l'on assiste à l'apogée de ce site, et un apogée qui est marqué en particulier par des grands travaux sur cette éminence naturelle, qui est un plateau en réalité. Il y a des travaux d'aménagement et d'aplanissement de toute la zone qui va être occupée, et ça couvre un bon 50 hectares, un peu plus même. Et sur tout ce secteur-là, il y a énormément de vestiges qui ont été découverts et qui ont été découverts notamment dans toute leur ampleur par un projet récent mexicain dirigé par Ann Cyphers de la Universidad Nacional Autónoma de México, ainsi que d'autres collègues avec lesquels elle était associée de la Universidad Veracruzana. Sur ce plateau et dans ses abords immédiats, on a trouvé à nouveau, évidemment, de la grande sculpture et notamment des têtes colossales. Et les têtes colossales à San Lorenzo, on en a à l'heure actuelle une dizaine. Étant entendu qu'on en connaît au total 17, c'est dire l'importance de ce site qui a produit la grande majorité de ces têtes colossales. Si ces têtes colossales représentent des dirigeants, en avoir 10 à San Lorenzo marque nettement le pouvoir extrême dont pouvait faire preuve ce site à son époque.
On a aussi pu déterminer les zones qui avaient été occupées et qui souvent ont été réoccupées par la suite en faisant toute une série de sondages et en caractérisant les sols qui remontent à l'époque Olmec. Et cette étude des sols, précisément, est celle qui nous permet de reconstituer un petit peu l'emprise de la ville à l'époque Olmec et à l'époque de son apogée Olmec. Dans cette ville, la plupart des maisons étaient en terre, mais il y avait aussi l'utilisation d'un matériau qui est une argile consolidée d'origine volcanique, la bentonite, et tout ça permettait de construire des maisons et d'autres types de structures, et l'ensemble du sommet du plateau, la partie centrale, avait probablement une allure relativement de ville. On considère qu'il y avait des milliers d'habitants sur ce site-là à son apogée. En dehors des zones proprement résidentielles, le plateau aussi a révélé l'existence de structures d'un type civique et cérémoniel à la fois. En particulier, on a trouvé les restes de ce qui avait été un palais, probablement, qu'on appelle le Palacio Rojo, le palais rouge, parce qu'il a d'une part des sols qui sont effectivement de couleur rouge et des murs aussi. Et dans ce palais, bien entendu, on a trouvé ce à quoi on pouvait s'attendre, une salle d'audience, mais on a trouvé aussi, et c'est encore extrêmement intéressant, une zone d'atelier. Et pas n'importe quel type d'atelier, des ateliers de sculpture où on pouvait sculpter des grandes sculptures et on pouvait aussi faire des reprises sur d'anciennes sculptures. Les vestiges qui ont été trouvés sur place nous montrent que certaines sculptures étaient périodiquement recyclées. On a trouvé aussi, dans la même zone, à peu près centrale, centre-ouest du site, par exemple, une zone qu'on appelle le groupe E et qui manifestement un ensemble qui servait aux cérémonies à la fois politiques et religieuses. C'est une petite place entourée de plateformes et il y avait à proximité à nouveau des sculptures monumentales. On est à peu près certain qu'à l'époque où elle a servi, cette partie-là du site était un centre cérémoniel, un centre religieux et peut-être même aussi un centre politique. La deuxième capitale qui, elle, a succédé à San Lorenzo, c'est la Venta. Elle se trouve plus à l'est, plus près de la mer, et elle, dans le système du Rio Tonala. C'est quelque chose qui a été découvert très tôt et sur lequel il y a eu aussi très tôt des fouilles qui ont apporté beaucoup de connaissances. Mais à date récente, c'est une équipe mexicaine dirigée par Rebeca González Locke qui est effectivement la responsable de tout ce qui a été découvert plus récemment. C'est une zone extrêmement riche, comme toutes les zones du monde Olmec d'ailleurs, où on a des indices du fait qu'il y a eu des tentatives d'agriculture très tôt dans ce secteur-là. Ce qui avait attiré l'attention à la Venta et qui marque évidemment l'intérêt de ce site, c'est l'existence, parce que nous sommes dans une partie complètement plane, nous sommes sur une île entourée d'eau, d'une pyramide. C'est la plus grande et la seule pyramide de son époque, aux alentours peut-être de 800 avant Jésus-Christ, qui existe. C'est une pyramide de terre battue, et qui a probablement eu peut-être 4 escaliers, un de chaque côté, mais un principal au sud. Et à partir du moment où on a découvert cette pyramide, on s'est rendu compte aussi, tout autour, il y avait des monticules. Et des monticules qui, contrairement à ce qui apparaît à San Lorenzo, montrent un ordonnancement extraordinairement précis le long d'un axe nord-sud qui fait à peu près 1 km de long, pour ne parler que de la partie absolument centrale du site. Les travaux qui ont été faits se sont longtemps concentrés sur la partie qui est juste au nord de la pyramide principale, qu'on appelle le monument C1, et nous avons là une place, qui est le groupe A, qui a été de toute évidence le lieu de culte privilégié du site dans pratiquement toute son histoire. Il y a des monticules qui dessinent une forme parfaitement orthonormée de l'espace et qui entourent une place centrale. Il y a, on en a trouvé plusieurs sépultures de grand prestige, mais il y a aussi, et ce qui a fait la réputation de cette partie-là, dès le départ, l'existence de dépôts sous terre
et de dépôts de deux sortes. D'une part, il y a eu des dépôts de petits objets, que ce soit des haches à nouveau, en matériaux semi-précieux, ou bien des figurines. Et la plus célèbre de ces dépôts est l'offrande 4, qui regroupe 16 personnages et 6000 stèles. Ce sont des plaques de jade gravées qui, avec les personnages, constituent toute une scène, représentent toute une scène, reconstituent une scène qui a été donc enterrée. Mais il y a aussi d'autres types de dépôts et d'autres types d'offrandes qui sont beaucoup plus colossaux, peut-être moins spectaculaires sous certaines formes, et qui, eux, consistent en des grandes fosses dans lesquelles les Olmèques ont déposé des quantités astronomiques, ça représente des tonnes et des tonnes de matériel, de blocs de serpentine en les empilant. Plusieurs de ces offrandes massives, on les appelle massives parce qu'elles sont effectivement extraordinaires, mesurent plus de 20 mètres carrés de surface et peuvent avoir plusieurs mètres d'épaisseur en différentes couches de blocs superposés. Si l'on sort un instant des deux premières capitales, et si l'on prend en compte ce qui a été découvert à date relativement récente, à partir des années 1980 et dans les années 1990, il faut constater qu'un gros progrès a été fait dans la chronologie à partir de la fouille de deux sites successifs. Le premier qui était, les deux sont voisins de San Lorenzo Tenochtitlan, juste au sud-est de ce site, et il s'agit d'une part de El Manati et d'autre part de la Merced. À El Manati, les choses se sont passées de façon tout à fait fortuite. Il y a un pointement collinaire dans la plaine, comme il y en a quelques-uns, qui attire l'attention, qui attire l'œil bien entendu, et au pied de ce pointement collinaire, il y avait une source. Or, les paysans du secteur, à la fin des années 80, ont voulu utiliser cette résurgence, en réalité, pour installer sur place des bassins piscicoles et se livrer à la culture du poisson. Or, quelle n'a pas été leur surprise, quand ils ont commencé à creuser, de tomber assez vite sur des objets manifestement de style Olmec et qui étaient dans des matériaux périssables, notamment en bois. On a découvert ainsi un grand nombre de bustes de personnages en bois parfaitement conservés, alors que la datation qu'on a pu faire depuis montre qu'ils datent au moins des années 1200 avant Jésus-Christ. Conservés pourquoi? Eh bien parce que nous étions dans un espace non oxygéné, anaérobique comme on dit, et qui conserve absolument tout ce qui est végétal. À El Manati, il y a eu en réalité, les fouilles l'ont montré parce que tout de suite les fouilles sont intervenues, il y a eu successivement trois grands épisodes de dépôts qui ont commencé par des dépôts de récipients, et en particulier en céramique, des perles en jade, etc., puis des haches, et en réalité, les bustes en bois sont dans le dernier dépôt, le plus récent, donc celui dans lequel les paysans étaient tombés. Eh bien, toute cette histoire commence au moins en 1700 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est effectivement une découverte importante parce que cela fait remonter dans le temps, de façon très spectaculaire, l'ancienneté de cette civilisation olmèque. Après cette tentative, le même groupe de chercheurs est allé voir si, à proximité, il n'y aurait pas d'autres sites avec des dépôts anciens. Mais il y a un détail à El Manati aussi qui est présent et qui mérite d'être souligné, c'est l'existence d'une douzaine de balles en caoutchouc qui ont été retrouvées, là aussi miraculeusement préservées, ce qui montre que les populations donc du deuxième millénaire avant notre ère avaient conçu exactement, s'étaient rendu compte des propriétés du caoutchouc. Non seulement ça, avaient trouvé le moyen de stabiliser le caoutchouc, parce que la sève de l'arbre à caoutchouc local ne se conserve pas, se dessèche et devient quelque chose d'extrêmement fragile, mais en mélangeant plusieurs sèves, ils ont provoqué, sans le savoir, mais de façon
tout à fait efficace, une espèce de vulcanisation qui leur a permis d'avoir des balles en caoutchouc qui sont donc conservées jusqu'à nos jours. Donc la Merced est le deuxième site sur lequel des dépôts anciens ont été recherchés, à proximité donc de El Manati. Et là, il a été fait une fouille, en réalité, sous un site beaucoup plus récent, à la recherche de couches très anciennes. Et il n'y a pas ici de source ni quoi que ce soit de particulier, mais cette fouille très systématique et volontaire a permis d'atteindre des niveaux très profonds dans lesquels on s'est rendu compte aussi qu'il y avait eu 3 épisodes successifs de dépôts. Et dans ces épisodes successifs de dépôts, on trouve des dépôts massifs de haches en jade, jadéite et matériaux du même genre, et on trouve aussi un certain nombre de sculptures qui sont aussi des sculptures qu'on date aujourd'hui de périodes très anciennes. Dans dans l'épisode 2 de Dépôt, il y a un personnage avec un caractère, une bouche féline, qui tient une espèce de hache sur sa poitrine. Et dans l'épisode le plus récent, il y a ce qu'on a appelé un peu abusivement une stèle, elle ne mesure que 70 cm de haut, qui représente la face, c'est une plaque en réalité de serpentine, qui représente la face d'un personnage, là aussi avec des traits félins, et qui est une espèce de condensé d'une vision cosmologique du monde. Il faut dire finalement quelques mots de la troisième grande capitale du monde olmèque, c'est le site de Tres Zapotes, qui a la particularité par rapport aux 2 précédents de se trouver à l'ouest de la Sierra de los Tuxtlas, dans le bassin du fleuve Papaloapan. C'est un site qui est donc connu depuis le XIXe siècle, puisque c'est là qu'on a trouvé la première tête colossale, mais les fouilles qui ont eu lieu dans les années 40 ont aussi montré d'autres vestiges. En réalité, c'est un site qui continue à être exploré et qui est très vaste, avec une très longue occupation, et qui a la particularité d'avoir révélé un autre élément tout à fait spectaculaire, qui est une stèle, et une stèle bien spécifique. C'est la stèle C de Tres Zapotes, dont on a d'abord trouvé que la partie inférieure en 1939, et dans cette partie inférieure, on avait sur la face principale, sur l'avers, une espèce de masque d'un personnage de face qui est dans un style très proche de l'inspiration olmèque antérieure. Et sur le même fragment, de l'autre côté, sur la face postérieure, il y avait des inscriptions sous forme de points et de traits. Et cela a immédiatement rappelé aux spécialistes l'existence, postérieurement connue avant, d'un calendrier qui comptait les périodes passées depuis une date d'origine. On a appelé ça le calendrier du compte long parce qu'on part d'une date d'origine dont on estime qu'elle doit être 3114 avant Jésus-Christ et on compte le nombre d'unités parcourues depuis cette date d'origine. Or, ce système de numérotation en points et barres, en colonnes verticales, nous permet de penser que nous sommes face à une première expression de ce type de calendrier. Et on avait fait l'hypothèse à l'époque, en 1939, qu'il manque un chiffre, manifestement, que le premier chiffre manquant devait être 7. En 1969, tout à fait par hasard, des paysans ont trouvé la deuxième partie de ces stèles qui se joint parfaitement avec la partie inférieure, et sur l'avers de cette stèle, eh bien, il figure effectivement le chiffre 7. Tout cela donne, transcrit dans notre calendrier, une date de 32 avant Jésus-Christ, ce qui n'est pas la plus ancienne date connue dans ce système, mais qui est la plus ancienne date enregistrée dans ce secteur-là. Donc, Tres Zapotes a été aussi un des piliers de l'utilisation de ce type de calendrier et par ailleurs d'inscription. Alors, au terme de ce tout petit parcours, il serait facile de dire qu'on n'a rien dit ou presque et qu'il reste des quantités de choses à expliquer. En particulier,
il faudrait certainement reconsacrer un autre temps à tout ce que l'on croit savoir ou ce que l'on imagine sur les croyances et les pratiques rituelles de cette première population mésoaméricaine qui a tellement influencé ses contemporains. On sait aujourd'hui qu'il y a eu dans le monde olmèque une conception du monde bien particulière qui va perdurer sous d'autres formes mais très voisines dans d'autres populations. On sait aussi qu'il y avait des divinités et au premier rang d'entre elles, il y avait certainement une divinité de l'eau. On en a trouvé par exemple à San Lorenzo une illustration très claire au début d'un canal par une pierre qui d'un côté sert effectivement à canaliser l'eau, c'est l'avers de la sculpture, et par devant, mais en réalité c'était la partie qui était enterrée, l'image d'un personnage mi-homme, mi-félin, avec certains attributs qui sont totalement aujourd'hui considérés comme représentatifs d'un dieu de la pluie. Au centre du panthéon olmèque, il y avait certainement une divinité de la pluie, il y en avait d'autres, mais l'archéologie olmèque est récente et il y a encore beaucoup à apprendre.